Bonjour Nicolas de Dianous, vous êtes directeur associé de We Like Travel, spécialisé dans la communication digitale des marques du tourisme, de la culture et des loisirs. Vous travaillez notamment sur la gestion des flux touristiques par la communication. Quelle est votre vision du surtourisme ? Est-ce qu'il y a un surtourisme? C'est ça la question. Aujourd'hui, We Like Travel accompagne et a accompagné plus d'une centaine de destinations, de territoires touristiques en France et à l'étranger. Et il faut bien voir qu'aujourd'hui, dans les briefs qu'on reçoit, dans les discussions qu'on a avec nos clients, dans les lignes éditoriales, les plateformes de marque et les stratégies éditoriales qu'on construit avec nos clients pour raconter leur territoire, le surtourisme n'est pas du tout un sujet prépondérant. Alors, il ne faut pas se voiler la face, il y a quand même, dans certains cas, assez précis. Je pense aux stations de montagne, je pense à certaines destinations étrangères à certaines périodes de l'année. Je pense à certains grands sites touristiques français, comme le Mont-Saint-Michel. Effectivement, à certains moments de l'année, à certaines dates, oui, il peut y avoir des effets de surtourisme qui doivent être bien analysés de deux manières différentes. Lorsque le site n'est pas fait pour accueillir un grand nombre de touristes, effectivement, là, il y a un problème d'environnement, de dégradation, de biodiversité en danger. Mais le surtourisme, c'est aussi la compréhension de ce flux lorsqu'il se passe sur des sites qui sont prévus pour ça. On parlait du Pont du Gard ce matin. Le Pont du Gard, certains d'entre nous l'ont visité au mois d'août et l'ont vécu parfaitement bien, parce que les visites sont étalées dans la journée, parce qu'il y a des propositions de visite le matin tôt et le soir tard. Donc, qu'est-ce que le surtourisme aujourd'hui? Est-ce que c'est un tourisme mal géré? Est-ce que c'est une réalité pour certains sites? Certainement également, mais voilà, pas toute l'année. Et donc, la question est beaucoup plus de l'appréhender avec des vraies données touristiques, notamment les fameux flux dont on parlait tout à l'heure. Oui, parce qu'on sait orienter les flux grâce à la com, grâce aux réseaux sociaux, aux recommandations. C'est ce que vous faites avec vos clients. Les réseaux sociaux et la communication digitale au sens large, effectivement, est un des leviers de plus en plus importants pour proposer une autre chaîne de valeur touristique et une autre expérience touristique aux clients. On ne va pas empêcher les gens d'aller voir les totems, mais on a une proposition qui est mixte entre les totems et les pépites. Et par conséquent, quand on raconte un territoire avec des campagnes de communication ou avec tout simplement des lignes éditoriales sur Facebook, sur Instagram ou même sur LinkedIn, eh bien là, on va effectivement choisir des sites qui sont très fréquentés, mais aussi des sites qui sont moins fréquentés. On va raconter les territoires autrement. On va proposer aussi des visites chez des artisans, chez des locaux, chez des habitants. Donc d'autres expériences, à d'autres moments aussi que la très très haute saison pour certains acteurs comme les habitants, comme les excursionnistes qui habitent à proximité, de manière à ce que on puisse proposer de visiter à un autre moment de l'année et puis proposer aussi une offre. On parle de désaisonnalité, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. La désaisonnalisation, c'est une utopie. Alors, est-ce que c'est une utopie ou une réalité? Dans certains cas, quand l'offre est au rendez-vous, ça peut être une réalité. Je pense manifestation historique à la folle journée de Nantes, qui se passe au mois de janvier, donc à une période très très basse pour le tourisme. Je pense au Baroque Festival, pareil, de musique classique à Malte au mois de février. Je pense à de nombreuses manifestations comme Tomorrowland Winter, manifestation électro qui a lieu en avril à l'Alpe d'Huez, donc pareil, un moment où il y a moins de gens sur les pistes. Et ça marche. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, donc il faut inventer l'offre qui permette aussi aux destinations de se raconter en dehors de ces temps chauds que sont souvent le mois de juillet, le mois d'août, et puis pour les destinations soleil, évidemment le Noël, et pour les destinations de montagne qui sont effectivement très prises d'assaut. Là, on l'a revu. Le retour des queues au télésiège en bas des pistes en hiver. Donc on peut juguler ces flux, on peut les disperser, c'est plutôt ça. La dispersion des flux sur la totalité d'un territoire et puis sur la totalité de la journée, sur la totalité de la semaine, sur la totalité des vacances également. Merci beaucoup pour ces pistes, Nicolas de Dianous de We Like Travel.